Salut à tous les amis, bienvenue dans cette petite vidéo récap de la décennie. Oui, nous sommes à la fin 2019 et nous étions obligés de faire une belle vidéo pour conclure cette magnifique décennie. Et nous sommes trois pour en parler. D'un côté, Warren Buffett qui a dépassé un âge fatidique dans cette décennie, malheureusement. Je vais te dire, cette vidéo me fait énormément mal au cœur parce que je me dis qu'en 2010, j'avais 28 ans. Et 10 ans plus tard, ben voilà. Ah, t'as 10 ans de plus, Ouais, malheureusement. Et Steph, toi aussi, qui passe les âges... Bien sûr, 2010, moi j'étais encore un baller. Nous l'étions tous d'ailleurs à l'époque. Ouais. Bon, pas à ton niveau, effectivement, mais nous l'étions tous à l'époque. Avec plus ou moins de réussite. Avec plus ou moins de réussite, tout à fait. Oui, puisque c'est donc une vidéo pour conclure cette décennie. Ce sera le 5 majeur de la décennie. On va vous expliquer un peu comment on a procédé pour en arriver à ce 5 majeur. On a sélectionné donc par poste, donc meneur de jeu, arrière, small forward, poste 4 et donc grand bet. Nous avons sélectionné 3 mecs, donc un espèce de podium, et nous allons débattre de ces 3 personnes pour pouvoir sélectionner notre 5 majeur. Vous nous donnez votre avis dans les commentaires, vous nous dites vous avez tort, vous avez raison, j'aurais choisi lui, et ainsi de suite. Vous en avez l'habitude, de toute manière, on est là pour débattre. Ça te va, Erwan, tu es prêt? Tout à fait. Ça fait bizarre de clore une décennie, hein. En vrai, sans déconner. Moi, ça me fait un peu bizarre. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai commencé 2010 célibataire et je vais finir 2019 célibataire. Ça fait 10 ans de célibat. Au bout d'un moment, Erwan, il faut se remettre en question. Avec des ampoules dans les mains. Oh non, non, pas d'ampoule, on met du gel. Donc, alors, commençons par le poste de meneur de jeu. Je vais d'abord vous citer les joueurs qui n'ont pas passé le cut. Qui n'a pas passé le cut? Ah, Derrick Rose, MVP en 2011. Il aurait pu y être sur le podium. Ouais, mais rattrapé par les blessures, on imagine. Même si ces derniers temps, il est plutôt pas mal avec des 3. Rajon Rondo aurait pu y être. Ouais. Kyle Lowry. Rattrapé par son jeu, Rajan. Kyle Lowry, John Wall et Kyrie Irving. Ils ne font pas partie du podium et pourtant chacun avait des arguments pour y être. Je mets évidemment un peu au-dessus Kyrie et Derrick Rose individuellement. On est d'accord pour dire que c'est peut-être le poste où il y a le plus de concurrence, le plus de mecs. On va voir sur le poste 3. Voilà. Sur le poste 3, ça va être très dur de choisir parmi les 3. Mais derrière, un peu, il y en a moins. Mais pour le coup, là, sur les postes, il y a un nombre de meneurs quand même assez incalculable. Ouais, tu as raison, tout à fait. Alors, voici la sélection des 3 meilleurs meneurs de jeu de la décennie 2010 à 2019. On commence évidemment par Chris Paul, le plus vieux des 3, Bravo, Stephen Chris. Curry, Oui, merci. Stephen Curry et Russell Westbrook. Alors il y a un double MVP. 3 salles, 3 ambiances. 3 salles, 3 ambiances, 3 meneurs de différents styles, effectivement. J'ai du mal, comme ça, à dire qu'il y a véritablement débat entre ces 3 mecs-là. Mais quand je pense à Chris Paul, je pense aussi à l'énorme hype qu'il a aux États-Unis, Erwan. Une énorme hype qu'il a aux États-Unis, une énorme hype qu'il a eu surtout avec les Clippers, avec cette période Lob City qui finalement n'a jamais abouti là où on les attendait, c'est-à-dire au moins une finale de conf, sans parler d'une finale tout court. Mais ça reste quand même un mec qui pendant 7 fois All-Star, on le voit, 6 fois All-NBA, puis des stats, et puis une main mise quand même sur cette équipe. C'est un meneur très juste. On rappellera qu'avec Houston, la première année, il est à une blessure, on va dire, de pourquoi pas faire tomber les Warriors, qui était vraiment l'équipe imbattable, en tout cas à l'Est pendant 5 saisons. À l'Ouest, pour sa première finale de conférence en carrière. Pour sa première finale de conférence en carrière. Moi, j'ai un goût d'inachevé avec Chris Paul, même si ça reste un top meneur, futur Hall of Famer, j'imagine. J'ai un goût d'inachevé pour lui, en tout cas, sur cette décennie. Steph, apparemment Steph a décidé de taper quelque chose. Non, Steph est à la recherche d'Internet. On va peut-être pu le faire avant l'émission. Non, ça marchait pas. Bon, comme Erwan, Chris Paul, oui, ball handling incroyable, meneur de jeu sur-hypé pour moi aux États-Unis. Je trouve qu'il a une aura un petit peu au-delà de ses bonnes performances sur le terrain. Manque un gros coup en play-off pour prétendre être numéro 1 de la décennie. Maintenant, il y a joueur quand même. Oui, non, mais c'est là, il y a un truc. Attendez, les gars, on est en train de parler du top 3, donc il y a quand même. Encore, il y a joueur. Hein, donc. Non, mais là je te rejoins, c'est que c'est le meneur, l'archétype du meneur parfait. C'est-à-dire d'une taille convenable, oui. 1m83, exactement, scoreur. très fort sur pick and roll, pas un énorme scoreur, mais dans les grands moments, on l'a vu, on se souvient de ce layup, tu sais, un peu blessé à la cuisse là, contre les Spurs avec les Clippers, match 7. où il est incroyable. On sait qu'avec Houston, quand il passe des tours, et ben c'est parce que lui est très fort, parce que James Harden a un peu tendance parfois à s'échapper. Lui est très fort avant la blessure, tu l'as dit, face aux Warriors. La deuxième année à Houston, j'en parlerai pas, et cette année avec OKC est un peu biaisé, même si on l'a vu capable
de sorties à plus de 30 points. Il est le meneur de jeu par rapport aux autres qui sont des meneurs de jeu, soit scoreurs, soit all-around, mais physique d'abord. Il est pour moi le meneur de jeu parfait de NBA. Et super défenseur, voilà. Beaucoup dans les... La définition du meneur de jeu, c'est Chris Paul un petit peu. Ah, complètement. Dans l'organisation d'une équipe, annoncer les systèmes, mettre le ballon au bon endroit, être à la création pour les autres, de temps en temps mettre un petit paneton. C'est le... Il y a 50 ans, quand on voulait un meneur de jeu... Absolument. Après, je te dis, moi j'en reviens au fait qu'il lui manque. Alors c'est vrai que sur le profil, c'est le meneur parfait avec qui on aurait envie de jouer. Après, il y a quand même le personnage qui a l'air quand même d'être un peu un sale mec de ce qu'il en ressort. Et puis, on le dit, que ça soit avec les Clippers, ça s'est quand même terminé sur un vrai goût d'inachevé. Ils sont quand même cassés les dents plusieurs fois au premier ou au deuxième tour des playoffs. Et puis, il a malchance un petit peu avec Houston, puisqu'il n'a pas la chance de jouer les 2 derniers matchs quand il mène 3-2 sur cette campagne des playoffs il y a quelques années. Donc voilà. Voilà, il lui manque ça, quoi. Moi, avec les Clippers, je pense qu'il n'a pas eu les épaules pour les amener là où il fallait, avec Blake Griffin aussi. Et chez les Rockets, il lui a manqué un peu de chance. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça fait que les 2 autres dont on va parler, eux au moins, ils ont un titre perso ou des titres de champion. Et quoi qu'il arrive, les 2. Quoi qu'il arrive, voilà, finale pour les 2 joueurs. Et le dernier truc, peut-être petit désamour avec cet énorme contrat signé à Houston qui a fait chuter sa cote alors qu'effectivement c'était un super joueur. Alors est-ce que sur le podium vous le mettez avant ou après Russell Westbrook? On va pas se mentir, Steph Curry sera numéro 1. Moi je le mets derrière. Tu mets derrière en 3e position? Ouais, moi aussi. Je mets derrière. Pour la finale jouée avec KD? La finale jouée avec KD pour avoir effacé Oscar Robertson des tablettes de l'histoire avec une saison en triple-double. Voilà, pour aussi des titres individuels. D'accord. Pour un titre de MVP déjà, oui, au bout d'un moment, c'est bien quand on compare des mecs. Alors moi, demain, tu me demandes de prendre un meneur de jeu, je prends tous les jours Chris Paul, mais sur la décennie, il me semble que l'œuvre de Russell Westbrook est quand même bien plus complète que celle de Chris Paul. J'ai l'impression que Chris Paul s'est quand même des fois contenté d'être un très bon meneur de jeu. Russell Westbrook est quand même allé chercher des trucs au fond de lui. Alors avec tous les reproches qu'on peut lui faire, c'est-à-dire que des fois, manque de jugeote, manque de gestion, mais il n'empêche, c'est une finale en 2012 où ils se font massacrer un peu 4-1, mais il fait un match à 42 points, il me semble, à Miami, qui fait perdre d'ailleurs à la fin. C'était déjà les prémices de notre ami. Après, il fait quand même 3 saisons triple-double d'affilée en effaçant un record, en explosant un record quand même qu'on pensait inatteignable. Et puis un titre de MVP, quand même, voilà, c'est pas rien dans une carrière, quoi. Non, tu as raison. Je juste fais la comparaison donc, avec Chris Paul, parce que tu parlais des titres de MVP. Russell Westbrook est donc un MVP, c'est 2017, il n'y a absolument rien à dire. Chris Paul, juste en comparaison, en 2007-2008, alors c'est pas la même décennie, il est 2e au vote du All-Star Game. Sur la décennie, il est 3e en 2012, 4e en 2013, 7e en 2014, 6e et 6e en 2015 et 2016. Il n'y est pas passé loin non plus. Restons sur Russell Westbrook. Après, si on regarde les chiffres, si on s'arrête juste aux chiffres, Russell Westbrook a quand même des meilleurs chiffres sur cette décennie que Chris Paul. Bah, il a un plus gros volume de stats, ça c'est clair. Oui. Ça c'est clair. Donc ça joue aussi en sa faveur. Chris Paul n'a jamais été meilleur scoreur de son équipe. Peut-être à l'époque avec les Hornets, je suis même pas sûr. C'est pas sa nature première. C'est pas sa nature première. On sait qu'il est plus d'abord dans la passe pour faire jouer les mecs. Donc moi, les points, oui, on peut l'expliquer. Russell Westbrook est plus un scoreur naturel que ne l'est Chris Paul. Maintenant, je te dis, il y en a quand même un qui avait une rage de vaincre, qui a toujours cette rage de vaincre d'ailleurs. Supérieur à l'autre. Supérieur à Chris Paul. J'ai l'impression qu'il, par moment, j'ai eu cette impression. Alors, il y a vraiment ce manque de chance où les blessés qui laissera un goût amer à tout le monde, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça laissera un goût amer qu'il n'ait pas pu affronter les Warriors. Ça, c'est la maintenant, oui, maintenant, face aux Clippers, des fois, j'ai senti qu'il vivait un petit peu sur ses acquis énormes, mais qu'il a jamais toujours du mal à se transcender. Ce truc en plus qui fait que Russell Westbrook, là, des fois, là, peut-être même trop, mais au moins, il a ça. Est-ce que vous vous souvenez d'il y a 5 ans, quand on parlait, d'ailleurs, je pense que c'était Kobe qui disait justement, dans la ligue, quand on lui posait la question, quels sont les joueurs qui te ressemblent d'un point de vue tueur, Chris Paul ressortait tout le temps. Westbrook aussi est ressorti. C'est vrai, mais Chris Paul avait cette aura, si on parle de hype et ainsi de suite, il avait cette aura de tueur. J'ai jamais trouvé que c'était un tueur. J'ai jamais trouvé que c'était un tueur sur le terrain. Moi, j'ai quand même des trucs en tête où je me dis, oui, il a fait gagner ses équipes. Et en play-off, alors jamais dans le très haut niveau, malheureusement. On est quand même en train de dire, alors oui, il y a ce panier face aux Spurs. Qui est extraordinaire. Qui sont avec une belle défense de Danny Green. Il lui met sur la truffe avec la planche. Super. Derrière, c'est les Rockets. Et derrière, tu mènes 3-1, tu es à plus 17 dans le match 6, 5. 3-1, 5. Ouais, c'est dans le match 5, tu mènes de 17 points à domicile. Et tu es meneur de jeu. Tu es meneur de jeu et ton équipe, elle explose. Mais ça dure pas 2 minutes, ça dure 20 minutes. Non, ça dure 3 matchs. Ouais, enfin, ça dure à cheval, mais sur ce match-là, ça dure à cheval entre donc la fin du 3e quart-temps et le 4e quart-temps.
Et il y a un moment que tu n'es pas capable de remettre de l'ordre dans la maison. Et ça, c'est quand même... Alors, on parle de titre de MVP, on parle de stats, il y a aussi des faits marquants. Et ça, pour moi, quand tu es Chris Paul avec la hype qu'il a, quand tu es incapable de remettre de l'ordre dans ta propre baraque comme ça, ben pour moi, c'est une tâche indélébile dans sa carrière. Très bien. On sait aussi que Westbrook n'est pas non plus c'est sûr. le mec qui est capable de remettre de l'ordre dans une maison. Certes, mais c'est là. Mais lui, au moins, on le sait. Westbrook, on le sait. Il a la qualité de ses défauts, il a le défaut de ses qualités. Là, quand même, Chris Paul, mettre de l'ordre, tenir les ballons, contrôler les tempos, c'est quand même sa qualité à lui. Et là, sur cette période-là, encore aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a branlé, quoi. On lui posera la question parce qu'on le recevra bientôt. Bah, très bien. Aussi, Erwan, tu mets Westbrook devant Chris Paul sur le podium. Je mets Westbrook devant Donc, Chris Paul. troisième- Et pourtant, tu vois, demain, tu me dis avec quel meneur tu veux jouer. Je préfère jouer avec Chris Oui, Paul. non, c'est pas la question. Parce que toi, t'es un gars du pick and pop. Donc le premier et le meilleur meneur de la décennie, il est double MVP, le seul MVP unanime de l'histoire, c'est Stephen Curry, bien évidemment. 3 titres, 5 finales, 0 fois MVP des finales, des stats de très haut niveau, sachant que le début de sa décennie est marqué par les blessures à la cheville, 6 fois le Star, 6 fois le NBA. Il a changé le game, tout simplement. Avant que les Warriors soient une équipe haïe de tout le monde parce que équipe de méga stars, c'est de la triche, blablabli, blablabla, Kevin Durant il est venu, ça compte pas. Avant ça, quand même, on oublie beaucoup trop que les Warriors sont devenus les Warriors grâce à Steph Curry. Quand Steph Curry a réglé ses problèmes de cheville et qu'il est devenu le joueur qu'on en a connu, double MVP, qui est aussi le leader d'une équipe qui fait 73 victoires. MVP à l'unanimité, ouais. de l'histoire. L'année où ils font 73 victoires, ils sont 2e titre de MVP, il est exceptionnel. Et sur les 3, c'est le seul où à un moment donné, sur toute une saison, je le regardais, je faisais, mais c'est pas possible. Jamais il rate. C'est le seul, et on pourrait le comparer avec tous les autres dont on va parler aujourd'hui. Là, moi, sur cette saison-là, il m'a quand même donné cette impression de 2015-2016. de domination complètement totale avec un physique normal et simplement sur du basket et de l'adresse, quoi. Et comme on me dit ce qu'on veut, ça reste un sport d'adresse. Il y a un mec qui met autant dedans et qui domine autant par le handle et l'adresse, eh ben voilà, moi c'est celui des 3 qui m'a donné l'impression de plus de domination sur la décennie. Et puis il y a aussi sa faculté à avoir, comme a dit Tom, à avoir changé un peu le visage de la NBA. Le tir à 3 points outrance, des mecs avec des physiques lambda, parce que c'est un 91, il pousse. Voilà. Oui, un physique lambda, et il a changé les habitudes de la NBA. Et maintenant, on prend que les tirs à 3 points. Pourquoi si vous avez les triangles aujourd'hui, c'est grâce à Steph Curry. Et puis il a surtout ramené une franchise au fin fond de la NBA, tout en haut. Alors il y a eu des choix de draft, il y a eu Draymond Green à côté, il y a eu Klay Thompson, mais c'est quand même Steph Curry. On parle d'une franchise des Warriors qui, avant l'arrivée de Curry et compagnie, était dramatique. Et il est parti de 0 pour être champion NBA. Ça aussi, ça donne du crédit. On l'oublie ça, je trouve. Il y a eu l'époque. On n'a pas réussi à faire Chris Paul, ce qu'on n'a pas réussi à faire Russell Westbrook. Il y a eu l'époque Baron Davis avec le gros dunk et donc le passage, il passe entre les playoffs, ainsi de suite. C'était un coup absolument derrière le passage de Monta Ellis, qui est la star de l'équipe, et où effectivement ils sont kata. Et on n'oubliera pas le transfert Monta Ellis pour Andrew Bogut qui changera complètement la face de l'équipe de Mark Jackson, puis ensuite de Steve Kerr. Et la manière, on se souvient de ce 3 points à OKC en saison régulière complètement. Un des tirs les plus incroyables. Incroyable. Il est à 9 mètres, avec la ligne qui s'allume. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps. Son carton Garden, et puis je reste persuadé qu'il doit être MVP des premières finales sur le titre avec LeBron. On le donne Iguodala pour l'ensemble de son œuvre. Je pense que même s'il a du mal, il a du retard à l'allumage sur ses finales, il mérite le titre. Après, il y a des tâches un petit peu aussi quand même. Il y a cette passe dans le dos catastrophique et ses finales perdues alors qu'il mène 3-1. C'est vrai que c'est ce qui lui manque encore aujourd'hui un petit peu à Steph Curry, c'est ce titre de MVP des finales. C'est un énorme manque. C'est un énorme manque. Quoi. Oui, c'est pas juste une grosse tâche. Quand tu as été champion et que tu es censé être le meilleur joueur de ton équipe 3 fois et que tu n'es pas le MVP des finales, c'est qu'il y a un petit truc. Et surtout aujourd'hui, un petit peu à l'image de son équipe est complètement sortie du game très vite, très tôt. Alors il y a des blessures. J'adore la photo derrière parce que si aujourd'hui on enterre les Warriors pour cette saison, attention l'année prochaine. Ces 3 mecs-là sont toujours sous contrat. Ces 3 mecs-là ont un vécu incroyable. Ces 3 mecs-là sont, je pense, très liés. Et attention au retour. Et attention au retour de ces mecs-là. Enterrer Steph Curry et les Warriors serait une grave erreur, je pense. Je veux dire, puis en plus, ils vont finir dans les bas-fonds de la NBA, donc ils vont peut-être pouvoir choper Wiseman, t'es bien au premier tour. Ah non, t'aimes pas Will Clostein? Très bien, Erwan. On est d'accord pour dire que Steph Curry est notre meneur titulaire de cette décennie. Je te coupe, ça veut dire que James Harden, tu l'as mis dans les arrières. Tout à fait. Très bien. Non, il comptait pas. oui, absolument. Il est dans les arrières. Ça nous a arrangé. Non, mais ouais,
Enfin, James Harden joue meneur, peu on va quand même le mettre sur la décennie en tout cas. Il a joué plus arrière que meneur de jeu, même si il est devenu James Harden d'aujourd'hui en étant meneur de jeu. Bon, on va quand même le mettre arrière, sinon effectivement on est dans la mouise et vous verrez sur les postes intérieurs, on a un peu triché parfois. Donc meneur de jeu, comme vous voyez derrière moi, Stephen Curry, bravo, monsieur Steph. D'ailleurs, ça fait 2 Stephen, bravo, bravo. On va sur les arrières. Alors, ceux qui ne passent pas, ouais, c'est clair. Ceux qui ne passent pas le cut. Jimmy Butler, DeMar DeRozan, Kobe Bryant. Pourtant champion en 2010, donc la première année de cette décennie. Ah, fous-moi le camp. Allez. Ah bah il dit qu'il passe pas le cut. Ça fait mal au cœur de dire qu'il passe pas le cut comme non, en vrai, je trouve ça normal au vu de ce qu'on fait les 3 premiers en termes de longévité. Kobe prend sa retraite en 2016 et il se blesse en 2013. Donc bon, c'est difficile de le mettre dans la décennie, même si évidemment c'est le meilleur joueur de tous les temps du monde et le plus beau gosse avec une petite coupe afro. Donc voici notre podium. Le pote de Steph, Klay Thompson, Dwayne Wade et James Harden, donc tu en parlais. Voici les 3 que nous avons choisis. Est-ce qu'il y a débat? Non, il n'y a pas débat parce que sur les 3 mecs qu'on a là, déjà, il y a une vraie première option. Alors que Klay Thompson, on peut en débattre. Il y a toujours... Sur la décennie. Ouais, sur la décennie. Il y a toujours sur la décennie. Pourtant, il n'y a pas de débat sur les 3 là. Il y a quand même un mec qui a 3 bagouses quand même. Oui, il y a un mec quand même qui a 3 bagouses, mais comme pour moi, alors j'adore Klay Thompson, vraiment, et une fois de plus, je pense que tu me dis choisis un poste de 2, je prends Klay Thompson, mais ce que réalise James Harden sur cette décennie, pour moi, est incroyable. Individuellement. Et individuellement. Individuellement. Certes, Klay Thompson prend 3 bagues, mais Dwayne Wade est le lieutenant de LeBron. Klay Thompson est le lieutenant de Curry. Pour moi, James Harden est la seule première option de ces 3. Mais il n'a pas gagné. Mais il n'a pas gagné. La première option. Pas encore. On va pas le condamner. C'est intéressant ce que tu es en train de dire. Commençons donc par Klay Thompson. Klay Thompson qui est le plus jeune des 3. Klay Thompson, donc on l'a dit, 3 titres avec les Warriors. Klay Thompson qui est l'archétype du poste 2 shooter parfait, c'est-à-dire bon défenseur, shooter exceptionnel. On rappelle des stats incroyables, 60 points en 3 quarts temps et 11 dribbles. On parle de 37 points record all-time en un quart temps. C'était quand même des moments complètement fous. Il n'est que 2 fois All-NBA, 5 All-Star mérités, blessé cette saison. Deuxième meilleur 5 défensif Tout à fait. La saison dernière. Donc très bon défenseur et cette faculté à prendre chaud comme on a, en tout cas sur du shooting pur, comme on a rarement vu. Je m'adresse à toi qui est quand même le meilleur shooter de nous 3. Ouais, c'est ça, ouais. Klay Thompson, bon shooter. Klay Thompson, bon shooter. Maintenant, merci pour cette analyse. Maintenant, quand tu dis le lieutenant de Steph Curry, c'est quand même un lieutenant plus. Certes. Oui, mais comme tu vois avec LeBron. Moi, j'entends le lieutenant quand même. Hein. Tu peux en rajouter 25 plus. Ça reste un lieutenant. Il n'est pas première option. Il n'est pas première option. D'accord. Et après, c'est des grands débats. D'ailleurs, c'est des débats qu'on a souvent eu à l'époque où tu venais au First des choses. C'était est-ce que Klay Thompson en option numéro est-ce que Klay Thompson peut être option numéro 1 dans une autre équipe? Moi, je pense que oui. Il n'empêche que l'équipe des Warriors, les faits font que le double MVP c'est Steph Curry et que l'équipe elle s'est construite autour de lui, voilà, et que Klay Thompson a fité parfaitement avec Steph Curry. Très bien, mais il a fité, sauf que les 3 titres NBA, Steph Curry ne peut pas les avoir sans Klay Thompson. Bien sûr, et comme donc, Jordan peut-être ne peut pas avoir ses titres sans Pippen. D'accord. Donc là, vous allez mettre un mec en numéro 1 juste par des performances individuelles qui n'a jamais gagné. Hors norme. Mais qui fait une finale et qui gagne un titre de 6e homme et un titre de MVP, ce qui n'est pas le cas des 2 autres. Alors, il fait des finales très jeunes avec OKC. Mais il fait des finales. C'est un constat sur la décennie. Et en plus, c'est des finales où on lui tombe dessus, assez durement. Ouais, on lui tombe dessus parce que bon, il est très jeune et surtout il doit s'occuper du cas LeBron. Le truc, c'est que il se fait marquer. Alors pour moi, je vous donne mon avis. Klay Thompson est pour moi sur la 3e marche de ce podium-là. Il est derrière D-Wade aussi. Bien sûr qu'il est derrière D-Wade. D-Wade. Alors D-Wade, évidemment. D-Wade en 2006. Pas D-Wade en 2006. Voilà, non mais D-Wade, évidemment, sa meilleure partie, on va dire, c'est en 2006. Il peut être MVP en 2009. Finale D-Wade. Hein. Il perd une finale D-Wade. Bien sûr, il perd une finale D-Wade contre ton équipe des Mavs. Il perd 2 finales parce que Spurs aussi. Il est content. Il en gagne 2 autres. D'ailleurs, contre James Harden. Il en gagne 2 autres, D-Wade, donc on va pas lui enlever ça. D-Wade est un joueur exceptionnel sur les 2 décennies. Il est une superstar parmi les superstars. On voit ses stats sur la décennie, parce que je n'ai pas précisé, mais ce sont des stats au global sur la décennie. Donc encore une fois, très complet. On oubliera son passage à Chicago, on oubliera son passage à Cleveland. On retiendra aussi son retour avec ce buzzer beater incroyable avec le Miami Heat. Il est quand même 8 fois All-Star, dont une fois, comme Dirk, où on leur offre ses cadeaux. Tu aurais pu d'ailleurs être une fois All-Star, du coup, grâce à ça. Pas eu ce cadeau. T'as jamais eu ce cadeau, malheureusement. Alors que Nico de Jong, il a été All-Star, lui. T'as été en équipe de France. Il est blessé, frère. Arrête. Qu'est-ce que... Ah ouais, c'est pas drôle. Mais il a été All-Star. Oui, l'année dernière, ouais. Très bien. Et donc, D-Wade est pour moi le 2e meilleur arrière de la décennie.
D'ailleurs, il est pour moi le 3e meilleur arrière de l'histoire. Moi, je pense aussi. Et puis l'histoire, elle est belle avec son retour à mi. La fin est belle. La fin est belle, c'est important. Tu vois, mine de rien, quand les mecs finissent leur carrière, on a vu que pour certains, on parle de Kobe qui passe pas le cut. Kobe, alors il y a les 60 points contre Utah, mais ces dernières saisons, elles sont quand même assez reloues. S'il avait été dans une bonne équipe avec un rôle un peu moindre, mais de playoff, je trouve que la fin de Dwayne Wade, elle est plutôt réussie avec son retour à Miami. On avait d'ailleurs fait un super sujet à l'époque là-bas. Vous pouvez toujours voir sur notre chaîne. Non, moi je mets un petit coup de promo. Ouais, mais ouais, parce que ça mange pas de pain. Non, mais c'était un super sujet. Et donc ouais, moi je mets D-Wade. Alors après, en 2010, c'est plus le D-Wade slasher fantasque qu'il avait été avec le chat. Un peu quand même, un peu moins, ce qui est normal, les mecs vieillissent. Maintenant, être sur le top 3 dans la durée comme ça, c'est déjà une perf assez incroyable. Sur l'année quand même, parce que évidemment qu'une décennie c'est très long et que lorsque tu es drafté en 2003, sauf si tu es LeBron James. Il joue 4 finales, il prend 2 titres. Alors certes, tu as LeBron James à côté de toi, mais il est jamais dans les clous. Il est quand même à 25 points finale. En 2010-2011, il est encore au top avec 25 points. Et après, il y a un changement avec LeBron. Sur cette décennie, ça vous fait pas chier qu'il ait fait un passage Kata à Chicago et un passage Kata à Cleveland? Ça va très vite au final. Chicago, franchement, l'histoire était cool. Il rentrait chez lui. Ça le fait pas. Bon. Après, il est tombé sur un coach catastrophique. Cleveland, c'est dramatique. Cleveland, le passage est dramatique, mais ça, je pense. Ça, vous prenez pas ça en compte? Ça, si, c'est les idées de LeBron. C'est pour ça qu'il est 3e. Tu mets qui devant lui? Moi, je le mets 2e, D-Wade. Tu m'as dit que tu mettais 2e devant. Moi, je le mets 2e. Ah, moi, je le mets 2e. Ah non, pardon, moi, je le mets 3e. Moi, je le mets 2e. Ouais, mais Klay Thompson arrive. Tu vois, c'est une bonne comparaison et on en reparlera pour les grands. Mais la première moitié de décennie de D-Wade, elle est hyper dominante. Alors, certes, voilà. Et Klay Thompson, c'est l'inverse. C'est la 2e partie. Donc, toi, tu vas mettre plus. C'est deux joueurs, il y en a un qui arrive sur la fin et l'autre qui débute. Tout à fait. Mais donc, moi, D-Wade. Il y en a 3 titres. Il y en a un qui en a 2. De manière très pragmatique aussi, quoi. Oui, ça se tient. Après. J'ai l'impression quand même que D-Wade, par exemple, sa première année avec 2010-2011, Klay Thompson n'a jamais fait une année aussi forte que celle de D-Wade. Il a plus de 25 points, il joue avec LeBron. Moi, il y a un truc après, là on parle de beaucoup de points et tout, moi il y a un truc que j'aime bien et dans le succès des Warriors qui est très important, c'est qu'au bout d'un moment, quand il joue Memphis, qui c'est une équipe relou à jouer encore à l'époque, qui c'est qui va se mettre sur Mike Conley? C'est tonton Thompson. Bam, c'est tonton Thompson. Qui c'est qui va se coller sur les Kyrie Irving? Bam, bam, c'est tonton Thompson. Il a aussi fait un sale taf incroyable défensivement et qui lui a parfois coûté du jus en attaque parce qu'il a raté des paniers, parce qu'il mettait un jus à prendre en bugne à bugne les meilleurs meneurs ou deuxième arrière en face. Et quelque part, des fois, je pense que même s'il a un énorme coffre... les qualités défensives de D-Wade non plus. Là, je suis désolé, c'est un malin intercepteur. On peut pas comparer les qualités défensives, attitude, je te cadre, entre Dwayne Wade et Klay Thompson. Klay Thompson est un défenseur bien supérieur à Dwayne Wade. Oui, c'est vrai. Il est plus dans l'interception, D-Wade. Dwayne Wade, c'est un malin défenseur, comme tu étais un peu toi. Tu les connais, les tricheurs comme ça. Klay Thompson, je pense qu'il a, avec un Iguodala, ouais, mais pas que tenir les duels. Il a pris des mecs en bugne à bugne, tout terrain. Moi, je me souviens quand ils sont accrochés par les Grizzlies, c'est lui qui va choper Mike Conley en tête à tête. Donc, il a. en train de me dire que Klay Thompson, alors sur la décennie, est un meilleur joueur au-delà même du palmarès brut. En tout cas, il était plus complet, peut-être. Plus complet. Défensivement, il a dans ce qu'ont réalisé les Warriors, défensivement, il a eu un apport assez incroyable, je trouve. Et sur cette décennie-là, ouais, j'ai envie de le mettre 2e. Ouais. Après, il y a une réalité, c'est que Miami était une meilleure défense que les Warriors étaient très forts en défense et tout. Mais Miami était une défense incroyable aussi. Mais avec un rythme bien plus bas qu'à l'époque. Je l'entends. Début 2010, la NBA n'est pas la NBA actuelle. Tout à fait, mais personne va me sortir aujourd'hui que les Warriors ont été une meilleure défense que Miami, qui est peut-être l'une des meilleures défenses de la décennie. Souviens-toi comment ils nous ont bluffé avec des systèmes défensifs incroyables. Pour moi, c'est difficile de comparer. Pourquoi pas? Attends, je sais pas. Attends, je compare pas les Celtics de Bill Russell là. Je te parle quand même sur 3-4 ans. Il n'y avait pas cette orgie de tir à 3 points et de. Non mais même. Moi, je veux bien que tu me dises que les Warriors ont toujours su gagner en défendant, quoi qu'il arrive. Quand il le fallait, quand il le voulait, ils ont toujours su défendre pour gagner. Et surtout, tu avais une équipe qui défendait bien et une équipe et en même temps qui attaquait très bien. Là, tu avais une équipe qui attaquait très moyennement et qui te vendait le plomb. Au choix, je préfère la première option. Ouais, mais là, tu me parles de. Ça, plus ça, moi, je te parle juste de défense. D'ailleurs, je vais regarder un truc qui va être très simple parce que l'avantage du pace, c'est qu'il est cassé par les ratings défensifs. Et pendant qu'on y est et qu'on se fait plaisir, puisque c'est les vacances et qu'on va passer bientôt à 2020, je vais regarder les ratings défensifs, les meilleurs ratings défenseurs sur une saison des deux équipes. Je trouve qu'en tout cas, sur ces comparaisons-là, alors on va parler de James Harden après parce que défensivement, là, pour le coup, c'est là où on peut lui tomber dessus. Mais je trouve que Klay Thompson, défensivement, je te dis, c'est important de le mettre en avant et c'est clairement, on peut dire clairement des trois, le meilleur défenseur, il n'y a même pas débat là-dessus. Tout à fait. Alors je vous donne ça quand même, la petite stat, parce qu'on est là pour se régaler. Tout à fait. Alors la meilleure saison défensive de l'ère Beatles, j'allais dire Eatles, au rating c'est 100,2.
Très bien. Et la meilleure saison défensive, vous allez voir qu'elle est très basse elle aussi, côté Warriors, elle est en 2014-2015, donc avant que KD arrive. Pour la première des champions, ils sont à 101,4, ce qui est très bas. Alors, Donc il y a une meilleure équipe que l'autre. Ils sont très proches, ils sont très proches. Ils sont très proches. le mec, Jean-Michel Mauvaise-Foi, alors Oh bah attends, il y a une meilleure équipe que l'autre. 0,6 grand. I told you, my man. C'est pas grave. Allons sur James Harden, donc, qui est notre élu pour être le meilleur arrière de la décennie. Les titres individuels contre, il est meilleur 6e homme de l'année. Il est MVP, il fait une finale. Il est incroyable avec des stats. Regardez sur la décennie, il n'est que à 24 points, mais c'est normal. Lui a commencé sa carrière aussi dans cette décennie avec un rôle en sortie de banc du côté de Casey, avant d'être ce qu'il est depuis 3 ans maintenant. Donc un joueur à plus de 30 points est totalement inarrêtable. Il est 7 fois All-Star et 6 fois All-NBA. Il est notre élu et ça vous paraît tout à fait normal finalement? Ouais, ça fait 3 ans qu'il est ça fait 3-4 ans qu'il est dans la course au MVP où certains de ses hardcore fans disent qu'on lui a déjà volé 1 ou 2 titres de MVP. Ce qui peut se défendre. Non, mais ce qui peut se défendre. Il y a le premier ou le deuxième titre de Curry, je ne sais plus. Il est de MVP. Il est à 2 doigts de l'être. il est vraiment à 2 doigts de l'être. Oui. Donc ouais, C'est le premier titre de MVP. Voilà, le premier titre de MVP. Voilà, L'autre, c'est ça. il est unanime, Ouais, donc. c'est ça. Oui, donc voilà. Donc non, James Harden aujourd'hui. Moi, j'ai un souci avec James Harden. Je l'adorais au OKC, je l'ai adoré au début à Houston. Il est aujourd'hui dans un excès, mais même si tu dis c'est pas spécialement beau à voir et tout, tu te dis insupportable pour certains. Je l'entends, et mais en même temps, tu te dis mais mec, putain, mais qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Ah bah oui, même moi aussi je me le dis. Qu'est-ce qu'il est fort, mais ça reste insupportable. Ça reste insupportable. Je ne supporte pas voir jouer les Rockets. Je ne supporte pas voir jouer James Harden. Maintenant, ce qu'il est capable de faire, être à 38 points de moyenne sur une En saison, jouant tout seul. en jouant tout seul, il met des step back incroyables. Il invente des nouveaux moves. Il va sur la ligne des lancers. Ça reste exceptionnel. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu en NBA. Mais je ne supporte pas regarder. Tu vois, sur les 3 là, moi je ne supporte pas regarder. Moi, tu me donnes 3 places. Un match de Houston, un match des Warriors, un match de Heat avec D-Wade. Mais gros, le 3e choix, gros, je te le laisse. Tiens, Ah oui, je tu fais le m'étonnes. ticket pour les Rockets. Et moi, je vais voir Miami. C'est un des 3 où, a priori, tu peux les voir en finale NBA. Alors Voilà. lui, un peu moins, c'est sûr. Je peux pas, je suis désolé. Non, mais moi je. Mais de toute façon, dites-nous dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il y a. C'est le meilleur arrière de la décennie, et pourtant, C'est peut-être je parlais le meilleur des amours. attaquant de l'histoire de l'NBA. Ouais, peut-être. Bon, peut-être, ça se discute en tout cas. Ça se discute, mais il y a ouais. un désamour. Je parlais des amours avec le contrat de Chris Paul, mais là. Il a réussi à prendre la place de Westbrook en divisant les gens. Ouais. C'est quand même ce qui est assez fort. Hein. C'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que où les gens disent mais regarde ce qu'il fait, il score, c'est incroyable et tout, et les autres qui disent mais non, moi ça m'emmerde et tout. Et moi, T'es obligé d'être un pro ou un voilà, anti quelque part. Ça. Quelque part, c'est pas un mec qui. Mais tu peux être capable d'apprécier aussi. Il est archi clivant. Maintenant, j'aimerais bien que ce mec-là, pour clore le débat autour de Harden, que ce mec-là, qui gagne. Voilà, aujourd'hui, de toute façon, mec qui gagne, la seule manière de valider ce style de jeu-là et de dire je suis le meilleur attaquant, certes, c'est de gagner ou au moins de choper une finale. De gagner. On est Faut tellement. gagner, faut gagner, parce que même finale, on dira toujours, et voilà, le système d'Anthony, ça marche pas quand il faut gagner les matchs importants. D'Antoni sera avec un autre coach peut-être. D'Antoni, s'il va en finale, c'est déjà un énorme step pour lui. Hein. Donc je pense que pour fermer les bouches, il faut être champion. Il faut être Mais champion. c'est ce qu'il veut faire. Hein. Bien sûr. C'est son ambition. C'est quand même un Il a énorme que 30 ans. compétiteur. Mais le problème, c'est que si ces mecs-là gagnent pas, un peu à l'image de Timac, même si Timac était quand même moins dans des. Il perd au premier tour. Voilà. Mais Timac Ça va perd au premier tour. Ça va rester plus tard comme une. Mais c'est des mecs, ouais, il marquait. Marqué, mais il n'a jamais gagné. Et ça, vraiment, ça reste. Et c'est méga star. Parce que là, on est vraiment sur le très, très haut du panier. Ben, finalement, ce qui va valider tout, il y a des titres de MVP, mais c'est les titres de champion. Alors en fait, tu compares à Timac, mais en fait, c'est plutôt à Allen Iverson qu'il faut le comparer. C'est-à-dire que Iverson, sur les 2001, est exceptionnel. Donc il est MVP de All-Star Game, MVP de saison régulière. Il va en finale. Effectivement, il perd contre Kobe et Shaq 4-1. Mais bon, on va pas leur taper dessus. Non. Mais c'est un gars qui est adoré par contre. Surtout avec l'équipe qu'il avait. Ouais, c'est clair. Mais Iverson est un gars qui est adoré et pourtant scoreur soliste dans un profil qu'on ne verra peut-être jamais, comme James Harden. Parce qu'au ski, petit joueur et qu'à l'époque, c'était rare de voir un meneur Ouais, de j'entends. petite taille. Énorme croqueur, pas bon défenseur. C'était nouveau aussi. On a apprécié ça parce que c'était un petit peu une nouveauté en NBA de voir un petit comme ça mettre des crosses, jouer à manière de streetball. On n'avait pas l'habitude de voir ce. C'est pour ça qu'il était adulé. Puis dans une équipe kata, amener les Sixers en finale, c'est ça aussi qui a fait la légende du bonhomme aussi. Alors que Harden est beaucoup mieux armé, clairement. Il a une meilleure équipe que Iverson à Je trouve l'époque. qu'à l'époque, on arrivait plus facilement à s'identifier à Iverson au-delà du basket, le cœur, ce qui démontrait cette espèce de. Tu vois, c'était un vrai leader aussi dans le comportement. Harden, par moment, tu vois, Harden s'entraîner. Harden, il a moins. Oui, non, mais c'est pas sur le terrain. Je te parle des fans. Au niveau des fans. vestimentaire, t'es plus proche de James Harden.
Harden de Allen Iverson? Bon, je préfère James Harden quand même. Mais Iverson, mine de rien, il procurait un peu plus d'émotion. On a l'impression que Harden, un peu moins. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'aujourd'hui, on puisse regarder tous les matchs de Houston et James Harden Et qu'à l'époque, on en voyait moins, oui. Et qu'on en voyait énormément à l'époque. Pas que, je pense que le profil Iverson, il y avait une empathie T'as par rapport à son Je pense pas histoire. qu'aujourd'hui, Iverson, on le démontrait. T'as l'impression qu'il mettait sa vie sur le Non, terrain, ça, qu'il c'est vrai. était là pour survivre à Allen Iverson. Moi, j'ai toujours l'impression que, évidemment, le public de la NBA a aussi changé en 20 ans. Oui. Et qu'Iverson, aujourd'hui, je pense qu'il se ferait défoncer aussi. Hein. On Il défend pas. Aujourd'hui, Nanana. cite-moi un mec qui se fait pas défoncer. Oui, c'est pas faux. À part Tim Duncan. C'est vrai. À part Tim Duncan, tout le monde, il n'y a vrai. pas un joueur qui se fait détruire. Explique-moi le truc là. Les joueurs d'il y a 20 ans jouaient maintenant, c'est ça? Ouais. Admettons Avec les qu'Iverson. réseaux sociaux, les journalistes, défoncer. aujourd'hui, il Ouais, faut défoncer, tacler. Aujourd'hui, il faut tacler. Hakim the Dream? Ouais, Hakim Olajuwon. Ouais, peut-être. Non, mais évidemment, il y en a. Mais il veut dire, dans les joueurs d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mecs qui se font pas un peu. Qui ne sont pas taclés. Il y a personne qui est unanime sur. Curry, on a dit, qui est double MVP, 3 fois champion. Les mecs, ils disent, ah, mais il y a des mecs qui te disent, mais il est nul. Des mecs Non, il fait que shooter. Ouais, il fait que shooter. Des mecs qui disent Arden, gna 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 gna. Des mecs qui vont dire, Lucas Giannis, c'est ça. Doncic, Lucas, c'est l'unanimité en ce moment. T'inquiète pas, Lucas, Oui, s'il bien se sûr, rate bien une ou sûr. deux fois en playoff, on va dire il défend pas, et c'est une réalité aussi, il défend pas beaucoup. C'est un bon exemple, en tout cas. Mais parce qu'il est très jeune Oui. et qu'il est très Et les Knicks font l'unanimité aussi. Les Knicks font l'unanimité pour dire Oui. que c'est une équipe de merde. Il n'y a personne pour dire qu'ils sont super forts, ça c'est clair. James Harden est donc notre titulaire à l'arrière dans notre équipe de la décennie. Est-ce qu'on peut voir ça? Oui, on découvre petit à petit. N'hésitez pas à nous mettre d'ailleurs, avant de voir n'hésitez pas à nous mettre tout de suite, pour vous, quel est le 5 majeur là, avant qu'on dévoile le nôtre. Ce sera intelligent et on viendra en discuter avec vous pendant toutes les vacances scolaires. On enchaîne avec le poste 3. Oh, putain. Et là, mon ami, il y a des gens, d'ailleurs je pense, et je vous dis honnêtement, Qui n'a que pas passé le cut? alors d'abord, qui n'a pas passé le cut, mais les 3 finalistes auraient pu faire partie de... Moi, je passe pas le cut. auraient pu faire partie de Out of notre liste. shape, out of shape. Ceux qui ne font pas partie, qui ne passent pas le cut, il y a André Iguodala. Ouais. Iguodala d'ailleurs, je vais le dire pour la première fois de ma vie bien, parce que je suis 3 fois champion, parce que MVP des finales et parce que All-Star une fois dans la décennie, Ouais. il mérite d'être cité. Avec Philadelphie. Avec Philadelphie, bien sûr. Oui. Mais il mérite d'avoir son Enfin, place. Après, s'il me sort l'argument de Klay Thompson ne peut pas être numéro 1 parce que c'est le lieutenant, André Stéphane Iguodala. Brun, je suis pas en train de te dire qu'il est le premier match. Je veux dire qu'il mérite d'être cité, le mec. Si tu prononces bien Iguodala, prononce bien mon prénom quand même. Je dis quoi? Stéphane Brun. Ah, j'ai pas dit Stéphane Lebrun. Une anecdote qu'on vous racontera dans notre livre qui sortira bientôt. Paul George ne passe pas le cut. Mon ami Polo. Ah, Polo, pas loin. Après, la concurrence est tellement Voilà, terrible. oui. Malheureusement. Et le dernier que je voulais citer, dites-moi dans les commentaires si j'en oublie, qui passe pas le cut, mais c'est Carmelo Anthony. Ouais, Et ouais. qui- Bah, quand on va voir les trois, tout qui à vont s'afficher, on va vite comprendre. Hein. Les 3 joueurs que nous avons choisis, ce sont donc Wow. Kawhi Leonard, Wow. LeBron James et Kevin Durant. Bon What a courage. surprise! Donc nous avons là en présence LeBron, 3 fois MVP des finales, Kawhi, 2 fois MVP des finales, KD, 2 fois MVP des finales, LeBron, plusieurs fois MVP, 50 000 fois. Kawhi, jamais MVP de la saison, on va en parler d'ailleurs. Il faudrait jouer plus de 60 matchs. Hein. Il faudrait jouer plus de 60 matchs et KD, une fois Il MVP. se concentre sur les playoffs, Kawhi, à mon avis. Tout à fait, et il a bien fait puisqu'il est dans le... Ah, mais, alors, moi, je vais vous dire, qu'est-ce que Kawhi a fait que les deux autres n'ont pas fait? Il est MVP. De quoi? Ah, Qu'est-ce que Kawhi a fait que LeBron James et Durant n'ont pas fait? Il a été champion avec 2 équipes différentes. Que déjà, LeBron a fait. défenseur de Que l'année. LeBron l'a fait? Défenseur Kevin- de l'année. Kevin Durant aussi, l'a pas fait. aussi. Bah, ça fait déjà 2 Mais trucs. surtout, Kawhi, il a tapé LeBron et il a tapé KD. Alors, KD qui est blessé, mais en tout cas, il a tapé l'équipe de KD. Et ça, les deux Ça autres fait n'ont 3 pas fait. choses Voilà. intéressantes pour mettre dans la petite besace. Donc on l'a dit. Non mais c'est vrai. On est à Noël. Défenseur de l'année, LeBron en a rêvé, il l'a jamais Deux fois. fait. Tout à fait. Champion avec 2 équipes différentes. LeBron l'a fait. LeBron l'a fait. KD l'a pas fait. KD l'a pas fait et donc A battu les 2 autres. et a battu les 2 autres. Ça c'est une stat En assez playoff. incroyable. Tout à fait, Erwan. Ces stats sur la décennie, alors forcément elles sont sont entre pas guillemets un peu basses. J'aimerais bien avoir ces stats là en carrière. 17,7 points, 6 rebonds, 2 passes, 3 fois le NBA et 3 fois All-Star. Forcément puisque lui son avènement est dans la deuxième partie de la décennie. Même s'il est MVP des finales en 2014, ça commence à remonter quand même. Ça fait 5 Alors, tu vois, Ça, quand même. je vais chipoter un peu parce qu'on est là pour Allez, ça. vas-y. C'est très bon. que ça, Chipotle. Quand il est MVP des finales, je vais pas dire par défaut, mais en Avec fait, les il y a un Spurs. panel assez très large. Il y a- Ouais, mais c'est Quand- normal que ce soit lui. Oui, mais aussi. quand les Spurs, il y a Danny Green qui a un passage incroyable. L'année d'avant, ça. Non, mais même quand ils mettent dedans, là, il a L'année d'avant. gagné 2 matchs à L'année Miami. d'avant, tonton. Non, mais Oui, d'accord. mais quand il est. Quand ils finissent le titre, Mais quand ils sauf font la que revanche. quand on fait le vote, à aucun moment C'est- Danny Green il vient dans la discussion. Non, mais il y a Boris qui est très bien. sur Oui, ses mais bon, faits. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Chad Terry, l'année 2011, il va pas ce être que je veux MVP, tu vois. dire, ce que je veux dire, parce que tu veux pas l'écouter, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Je veux dire que quand il est MVP des finales, oui, il y a une forme de logique, mais c'est
pas un MVP comme quand c'est LeBron ou KD qui sort, tu vois, de. Oui, non, mais t'as raison. Tu te dis, il y en a qu'un, voilà, c'est ça. Il y a raison, presque un petit débat pour dire, ah ouais, Kawhi, mais est-ce qu'il pourrait y en avoir un autre sur les autres MVP? Il y a beaucoup moins de débats. Ah ouais, non, mais il a raison, mais enfin, en fait, pour moi, ça ne peut pas rentrer en ligne de compte aujourd'hui. Je comprends ce que tu veux dire, c'est une nuance. En fait, le mec, il les a gagnés, donc. Ah non, mais et à l'époque, tu te souviens, à l'époque, on se disait que, en fait, c'était normal que ce soit lui. Oui, c'est normal que ça soit lui, mais. Il est le meilleur, il défend sur LeBron, ils les ont démontés. C'est une victoire évidemment collective, mais bon, c'est ce qui arrive en général en finale quand même. Et puis, il y a son avènement en 2019, où finalement, admettons, mais ça terrasse complètement. Il y a beaucoup moins de débats quand il est MVP la saison dernière avec Toronto que quand il est MVP des finales avec les Spurs. Voilà. Ça n'enlève rien. Les stats de Kawhi Leonard sur l'année 2019, effectivement, il n'est pas meilleur marqueur de l'équipe, c'est Tony Parker avec 18 points. Il est à 17,8 points, 6 rebonds et avec de très hauts pourcentages. Il était quand même, écoute ça, 61% de tir, 57% au tir à 3 points. Je me corrige. LeBron a battu KD et LeBron a battu Kawhi Leonard. Bah non. Eh si. Ah oui, en 2012. Ah oui. Ah oui. On l'avait oublié. Que dans le commentaire, il y a déjà des mecs ouais, qui c'est vrai, ça. tu t'es trompé. Non, j'avais totalement oublié 2012, le premier titre de LeBron. Et voilà. oui, oh la vache, c'était il y a tellement longtemps aussi. On a commencé à avoir Alzheimer. C'est une catastrophe. Donc Kawhi Leonard, le fait qu'il ait gagné aussi, qu'il soit le meilleur défenseur des trois. Parce que c'est le meilleur défenseur de 3, on va pas se mentir. Après il a une saison en moins que les deux autres, parce qu'il démarre en 2011-2012. Bien sûr. Et il commence à démarrer tard. Il a une saison à 9 matchs. Rookie et Qatar. Il devient Kawhi en 2000. Il a une saison à 9 matchs avant d'aller à Toronto. Tout à fait. 9 matchs. Tout à fait. Il a une saison à 9 matchs blessé et ainsi de suite. Donc il est le 3e sur le podium. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Sur la décennie, si on prend les 10 ans, oui, il est forcément derrière les deux autres. En même temps, les deux autres, c'est peut-être les deux meilleurs joueurs de la décennie. Ouais. Est-ce que d'ailleurs vous mettez KD et LeBron devant Steph Curry? Moi, je mets LeBron devant. Moi, je mets LeBron. Donc ce sont les deux meilleurs joueurs de la décennie. LeBron, ouais. LeBron est tout seul pour moi. Très bien. KD, Steph, il y a une petite discussion peut-être. Allons sur les stats de LeBron James, puisque pour vous, il est le meilleur joueur de la décennie. On le comparera avec Kevin Durant. Voici les stats de LeBron. Stats incroyables pour notre ami LeBron James, qui, pour vous, est le meilleur joueur de la décennie. Il est le plus dominant, il a fait le plus de finales. On n'a jamais vu un joueur, même en changeant d'équipe, enchaîner les finales comme ça. Que ce soit du côté de Miami, que ce soit avec son retour à Cleveland. Et ce titre tout à fait exceptionnel. Maintenant, il est sur le podium de l'histoire même des joueurs. Et donc forcément, il a dominé la décennie, c'est évident. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un mec qui a réussi, et c'est pas simple quand on voit certains dont on a parlé avant, Westbrook notamment. C'est pas simple quand tu es un mec qui a pas mal de haters, qui finalement, avec le temps, finalement, je trouve qu'il y en a de moins en moins autour de LeBron, parce que par la manière, parce qu'il a montré sur le terrain, par dehors aussi. Ouais, en dehors, par son énorme titre avec Cleveland, qui est certainement l'un des plus beaux titres de l'histoire. On parlera tout à l'heure du titre de Dirk en 2011, mais en tout cas, le titre qu'il a avec Cleveland quand il revient de 3-1. Peut-être l'une des pires défaites de l'histoire aussi, inversement pour LeBron. Et voilà, ce qu'il est en train de faire avec les Lakers aussi, voilà, je trouve que 8 finales d'affilée. Mineur avec Miami, même s'il y a 2 finales de perdues et elles sont vilaines. On peut les compter, hein. 2011, 2012, 2013, 2014 avec Miami, 2015, 2016, 2017, 2018 avec Cleveland, ça fait effectivement 8 pour 3 victoires en 8 finales. Là, pour le coup, tu as titre, MVP des finales, longévité. Voilà, il a jamais, à part la saison où il se blesse avec les Lakers, il est tout le temps au top, quoi. Et il est en train de dépasser ses limites en possiblement cette saison être le meilleur passeur de la NBA, ce qui est complètement exceptionnel. Trop compliqué, honnêtement, aujourd'hui de pouvoir suivre le rythme d'un LeBron James. C'est trop fort ce qu'il a fait sur les 10 dernières années, individuel et collectif. Erwan l'a dit, ce titre avec les Cavs, il est quand même. Il est beau. Hein. Il est quand même contre sur Iguodala. Oui, il est quand même exceptionnel. Grand bonhomme sur le terrain, grand bonhomme en dehors du terrain. Figure de la NBA. Figure de la NBA, figure des États-Unis, même j'ai envie de te dire, pour aller un petit peu plus loin même. Non, joueur ultime, gagnant, qui fait gagner ses équipes des deux côtés du terrain, parce qu'il est quand même, je crois, 4 ou 5 fois dans la Defensive First Team. Ouais, je peux y regarder en même temps. Après, il a été dans des excès. Alors voilà, c'est bien de dire tout ce qu'on a dit. On ne peut pas dire après, autre chose que qu'est-ce ça. qu'on peut lui reprocher d'avoir un monopole dans une équipe, je pense que oui, on peut lui reprocher ça. On n'est pas là non plus de pas forcément être la gestion de David Blatt, je trouve qu'elle n'est pas ouf. Et encore, elle s'en sort bien parce qu'il gagne 4 mois après. C'est sur un miracle, mais il gagne de manière exceptionnelle. Derrière, moi, mais derrière, il le paye cher. Hein. Derrière les deux finales où il se fait
été désossé Mais par les Warriors. C'est une équipe ultime aussi en face. Oui, c'est une équipe ultime, mais il arrive aussi avec une équipe qui n'est pas ultime à cause de lui. Parce qu'il fait venir des poteaux, des trucs, le sketch de faire venir D-Rose, Dwayne Wade et tout. Au bout d'un moment, il a été sur la fin de Cleveland, il est dans des excès. Alors, il martyrise la conférence Est, mais il arrive en finale avec sa bite et son couteau et il prend 4-1, 4-0. Sur deux séries de finale, il prend 8-1. Alors qu'avec sa bite, il aurait pu prendre un deuxième match. Quand même. Non. Moi, alors c'est clairement pour moi le meilleur joueur. Je passe vite de cette blague catastrophique. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la décennie sans aucun débat possible. Moi, la seule chose que j'aurais aimé de LeBron, en fait, c'est que plutôt que Westbrook, ce soit lui qui fasse la saison en triple-double. Tu vois, quand il arrive à Miami, non, c'est pour dire tant Westbrook fait des exploits depuis 3 ans. Mais en fait, ça aurait dû lui revenir. On sait combien il a raté de triple-double en carrière pour un rebond ou une passe, être à 9, 10, 9, 7, 8. Il est quand même, Je sais, mais il est quand même jamais proche de faire une saison triple-double. Il l'a jamais fait. Moi, je te dis que quand il arrive Il n'est même pas à 9-7 et à 9-8. Quoi. Il est à 7 ou il a C'est vrai, il est à. écart, Oui, je sais, mais je pense que ça n'a jamais été un objectif, en fait. Comme Westbrook a eu ça en tête de dire je vais aller prendre tous les rebonds ce soir, on va faire des passes D, quitte à être à 20 points. Lui, il a préféré jouer son jeu, avoir du volume et ne pas faire de triple-double. Mais imagine s'il avait fait cette saison avec Miami, pourquoi pas, tu vois. Il n'a jamais fait des écrans de retard pour que LeBron James prenne des rebonds, comme Steven Adams faisait des écrans de retard pour que Westbrook. Non, mais c'est vrai, ça n'a pas été un objectif. Alors, c'est pas. Calme-toi. C'est les mecs à IG, laisse. Bon, bah vas-y, va te faire enculer. Oh, joyeux Noël. Mais voilà, c'est le seul truc. J'aurais aimé que ce soit lui, en fait. Ça aurait dû lui revenir. Mais c'est un petit truc, ça aurait été un plus pour dire que c'est le meilleur joueur. Je suis sûr que ça l'empêche de dormir. Je suis sûr que ça l'empêche pas de dormir et qu'il a d'autres objectifs. Mais je te parle juste de petits trucs. Tant le mec est fort. On a vu ses stats sur la décennie, il a jamais faibli. Je crois qu'il a pris de l'ophytose et ça va, il s'en sort bien. Tout à fait. Pas avoir fait triple-double. Et cette stat incroyable aussi sur la décennie. Donc l'année dernière avec les Lakers, il finit 11e au titre de MVP. Sinon, chaque année, il est sur le podium du titre de MVP et une fois 4e. Mais bon, on l'enlève. Donc est-ce qu'on peut parler d'un autre petit bémol dans le jeu incroyable. Parce qu'on a beaucoup dit des bonnes les lancers francs peut-être. Exactement, c'est ce que Ah je veux dire. Oui, ça, on le dit depuis toujours. Cette lacune au free throw. Je comprends on pas. en parle assez peu. Pour un mec qui est tellement en place. Oui, on en parle assez peu, mais il est capable de. Je me souviens d'un match à Houston. Saison à 65% quand même. Je me souviens d'un match à Houston, il fait un 0-2 sur une fin de match. C'est un match de saison régulière, mais moi, ça m'a toujours un peu frappé, dans les moments un peu chauds. Il est capable de mettre des gros tirs. Oui, mais par contre, sur la ligne des lancers, il n'est pas à l'aise. Non. Mais il y a un autre truc qui me choque, c'est que quand je regarde ses premières, on parle toujours du lancer franc pour voir si un joueur est à droit. En 2008-2009, donc il est MVP. 80%. Il est à 78%. Ouais. Donc normalement, quand tu as 24 ans, que tu as 70%. Avec le temps, tu finis à plus de 80. Et ben en fait, derrière, c'est 76-75. Et ça chute même à un moment à 67% avec Cleveland à 32 ans. Après, c'est quand même étonnant. Sur les pourcentages, et même à 3 points, il y a des saisons où il est haut, il y a des saisons où il est bas. Il est jamais vraiment constant. Parce que c'est des shooters de travail. Oui, c'est pas mais bon, c'est LeBron. C'est pas de l'adresse pure. Ah, mais l'adresse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que LeBron, au bout d'un moment, il a tellement travaillé que c'est devenu un shooter fiable. Ouais, mais même à 10 mètres maintenant. Mais c'est un shooter de travail. Ouais, mais même à 10 mètres, il est capable d'en mettre. Mais ça reste, pour moi, ça oscille selon les soirs. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a des soirs où tu peux bêter sur le tir à 3 points de LeBron James, je trouve. Popovic l'avait fait en tout cas à une époque et ça lui avait. Il l'avait dit d'ailleurs. Grandement. Regardez les finales. Regardez les deux finales Spurs, Heat. Regardez Kawhi Leonard comme il recule, comme il lui donne le tir. Même Babak défend dessus, il est très loin. Par contre, au match 7, là pour le coup, il est sanctionne terrible. Parce que quand il est dans des bons soirs, aïe. Oui, tout à fait. Donc son plus grand concurrent pour le titre de meilleur joueur de la décennie, c'est Kevin Durant. Regardez ses stats. Bon joueur, Kevin. Au bout d'un moment, on va pas se mentir. Bon gars, très grand, très bon scoreur. Bon défenseur avec le temps, All-Star chaque année, All-NBA 9 fois sur 10 aussi. Kevin Durant est donc lui aussi un joueur ultime, lui aussi un joueur qu'on va retrouver au Hall of Fame. Un joueur une seule fois MVP. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Le fait qu'il aille aux Warriors aussi. Le fait qu'il aille aux Warriors, forcément, ça dilue un peu les choses. Sachant qu'en 2014, il est MVP parce que Westbrook est blessé aussi. Et moi, il y a pas mal de matchs. Et je reste très frustré de sa non-confrontation face à Kawhi sur les dernières finales. Voilà. Ça restera comme je pense que quelque part, on parlait de malchance avec Chris Paul en début d'émission. Là, on peut parler de malchance aussi pour Kevin Durant parce que je pense que s'il gagne un 3e titre en étant MVP des finales et qu'il domine, ou en tout cas qu'il prend le meilleur sur Kawhi Leonard, je pense que les discussions ne seraient pas les mêmes. Qui serait peut-être meilleur joueur de la décennie?
Non, mais en tout cas, ça serait rapproché sérieusement. Un titre NBA en plus, forcément que. Ouais, ça serait C'est pas un titre de MVP des finales, encore une fois. C'est lourd dans la balance. Parce que là où Kevin Durant est très fort, c'est qu'on a loué les mérites de Steph Curry sur le poste de meneur de jeu, tout à fait normal, game changer, machin, nan. En fait, quand ils ont été dans la même équipe, il n'y a jamais eu vraiment de débat. Quand tu regardes un match, Steph Curry est incroyable, mais Kevin Durant a toujours été le meilleur joueur des deux. Aux Warriors, Kevin Durant était le meilleur joueur des Golden State. Hein. Warriors. Qui aujourd'hui Je vois pas qui aujourd'hui. Non, peut remettre On ça est en cause. d'accord. Et Bah, et le par fait contre- qu'il soit MVP par des contre, finales. est-ce que tu serais capable de qualifier de Steph Curry de lieutenant de Kevin Durant comme tu l'as fait avec Klay Thompson ou pas? Baskettement parlant, peut-être, sûrement. Après, l'autre, c'est sa franchise, et ça se sentait, ça se voyait quand même. Mine de rien, même avec Kevin Durant, cette équipe des Warriors a été construite. Et d'ailleurs, Kevin Durant, s'il se barre quelque part, c'est qu'il sent que- qu'il sent que quelque part, Oui, il fait pas partie de la famille. Green, Curry, Casse les Thompson, couilles, c'est. ouais. Je sais pas si Lucas, comme quoi, Draymond Green, un peu la comme- franchise leur appartient. La franchise leur appartient. Et on sait que c'est un sentimental, Kevin Durant. Il a besoin de sentir qu'on l'aime plus que les autres. Donc voilà, mais sur le terrain, sur le basket, c'est dur de dire que Curry n'était pas le lieutenant. Et puis quand on voit les finales NBA, c'est quand même Durant qui est MVP 2 fois, c'est Durant qui tue les matchs à chaque fois, quoi. Donc là-dessus, oui, on a envie de dire que c'était au moins que c'était Durant l'option numéro 1. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à la carrière de cette décennie de Kevin Durant? Est-ce que le fait d'être allé aux Warriors, il a gagné, on va rien lui enlever, mais est-ce que pour vous, tu vois, ça fait partie aussi de sa carrière, on l'appelle le Snake, le fait qu'il soit barré alors qu'il vient de se faire battre par les Warriors, est-ce que c'est un regret? Le vrai seul regret que j'ai, c'est qu'il n'ait pas fait une autre saison à OKC. Qui avait, en 2016, pour nous, on parlait plus après cette finale NBA, se dire, je refais une dernière année, gros, avec cette équipe-là, on est passé à ça d'être champion NBA, mais il on était à en bout. fait une, on joue, Il avait pas de Westbrook, et si ça marche pas, ok, on Ça fait se tout passe quoi? péter. Ça se passe en 2016, il est à bout. Ils font finale en 2012, il se passe 4 ans où il voit que l'autre, et tu Il y l'as a dit. beaucoup de blessures. Hein. Ouais, il y a beaucoup de À chaque blessures, fois, il y a mais des même, mecs blessés. pas que. Bah, en playoff. Et tu l'as dit de manière très bien argumentée dans l'émission radio. Tu dis l'autre il est à bout, ça fait 4 ans, qui se dit putain on était à ça, on a fait une finale NBA, on était très jeunes. Thabo Sefolosha nous avait expliqué, ils n'étaient pas en mesure de battre le hit de LeBron, mais ils étaient jeunes, ils devaient revenir en finale beaucoup plus tôt. Il était à bout quand il mène 3-1, que ça fait 4 ans qu'il attend de retrouver les finales et que alors c'est pas le seul Westbrook, mais quelque part il est à bout avec ce système-là, il est à bout avec Westbrook et il se barre. Et il se barre. Après, moi, la grosse frustration que j'ai, c'est que moi je rêvais, c'est les finales où il est pété, où il peut pas se faire un but à but parce que sinon ils font un flip-it. Imagine, ils gagnent, ils font flip-it. Flip-it, c'est Jordan qui fait ça. C'est quand même, il n'y a pas grand monde. C'est Kobe et Shaq. Ouais. Tu vois, c'est quand même Magic n'a jamais fait de flip-it. Larry Bird n'a jamais fait de flip-it. Après, il faut remonter aux années de Boston et où il gagne 16 titres en 6 mois pour, tu vois ce que je veux dire. Donc, gagner, faire 3 titres d'affilée en étant 3 fois MVP des finales. Le Strip Maravich. Voilà. Donc, voilà, moi, c'est la frustration que j'ai. C'est la frustration que j'ai. Donc Ouais. toi, ta Après- frustration, elle est parce que en fait, le problème de la fatalité de blessure, c'est qu'on peut rien y faire quelque part. Alors que les choix de changer d'équipe et tout, Après, là, on peut être OK, frustré, par une exemple. saison à plus de 30, il a 32 points de moyenne, ce que n'a jamais fait LeBron en carrière. Mais il a fait plus de 30, hein, il a fait 30. Hein. Oui, mais pas de 2010 à 2019. Ah, la t'as décennie. raison. Les Oui, t'as saisons raison, à plus de 30, elle est avant Ouais, LeBron. t'as raison. Mais après, parce que là, je reviens, on rappelle que LeBron est drafté en 2003 Oui. et KD en 2007. Donc il y a quand même 4 ans et que KD devient vite KD. et que ses meilleures années sont en Qui 2010. est le meilleur défenseur entre LeBron et Kevin Durant? LeBron, Je pense à que quand LeBron l'époque, s'y il est met- très fort. Hein. Je pense que quand LeBron il a envie de s'y mettre, Après, il y a un Je pense truc. que KD peut être un gros stop. KD est meilleur au contre. ouais, bah oui. Oui, plus grand. alors dans le jeu, Dans par le jeu, contre, en deuxième l'autre il a, rideau, oui, et l'autre, il a contre- son chase down block, oui. il a quand même inventé. Enfin, inventé Oui, mais un ça chase peut down exister, block, mais ça arrive quoi? Ça arrive une. à un moment, ça arrivait une fois par match, hein, surtout quand c'était Rajon Rondo. Après, quand même, quand il a envie de sortir avec toi des écrans, qu'il a envie de te cadrer, de te dire vas-y, je suis en canne, joue-moi. Un peu relou. Un peu relou quand même. Alors, je te pose une question. Tu préfères attaquer sur Kevin Durant ou tu préfères attaquer sur LeBron James? Ouais, dans tous les cas, si j'attaque sur un de ces deux mecs, c'est que j'ai réussi ma carrière. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est que vraiment deux pros. Le mec est grand, c'est comment pour ouais, mais tirer? c'est deux morphotypes complètement différents. T'as la masse physique et puis t'as le mec filiforme, très longiligne. Dans C'est les deux- difficile. Ouais, c'est pas simple. Après, Après, LeBron, on sait qu'à Oui, un moment passer la donné, balle, vous vous bon. souvenez, Il vaut mieux passer le ballon. il avait parlé de son objectif d'être défenseur de l'année. Et tu vois, quand je parlais de la saison de triple-double, lui aussi, alors sans parler de tâche, c'est pas une tâche dans sa carrière, mais Michael Jordan l'a eu, son titre de défenseur de l'année. Et je suis persuadé que lui aussi aurait rêvé à un moment donné, donc dans sa première moitié de carrière en tout cas, d'être défenseur de l'année. On sait qu'avec Miami, je crois que c'est 2013 ou 2014, où il a vraiment ça en lui, d'essayer d'être le défenseur de l'année. Finalement, il ne l'aura jamais. Ça aurait été une pierre en plus dans son immense carrière. Pas dans la meilleure équipe défensive. C'est un super défenseur. Hein.
quand il s'y met. Le problème, c'est qu'on a aussi en tête les années Cleveland où il a décidé d'arrêter de défendre. Et l'année dernière, avec les Lakers, c'était une catastrophe, n'est-ce pas, les amis? Tout à fait. On en reparlera, mais je pense qu'on va faire 2-5, parce que LeBron est donc le vainqueur du poste 3, mais ça m'embête quand même vachement de ne pas mettre KD dans ce 5 majeur. Je sais pas ce que vous en pensez. Sachant qu'il a joué 4. Qu'il jouait 4 avec les Warriors. Aussi. Sachant qu'il a beaucoup joué 4 avec les Warriors, c'est vrai, KD, et que LeBron a beaucoup joué 4 aussi avec Miami. Ouais, tout à fait. En tout cas, ça fait des bons débats. Ça fait des super débats. Passons sur le poste 4. Et là, les postes intérieurs, bah, on va pas se mentir, c'est pas les décennies de nos amis intérieurs, surtout des pivots, mais ce sera dans un dernier temps. Voici les gens qui n'ont pas passé le cut. Attends, j'ai marqué que la Marcus Aldridge. C'est qu'il devait pas y avoir grand monde en stock, hein, gros. Non, mais j'avais David Lee. plein de mecs. Draymond Green. Draymond Green, après, je sais pas pourquoi j'ai marqué que Aldridge, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Vous savez que j'aime beaucoup Draymond Green. Après, il a le droit d'être cité. Oui, il a le droit d'être cité parce qu'il est défenseur de l'année, parce qu'il a été un rouage essentiel d'une des plus belles équipes de l'histoire. Maintenant, on est quand même sur un talent inférieur aux mecs qu'on va voir. Il ne passe pas le cut. Kevin Love non plus. Champion, stat incroyable à Minnesota, a le droit d'avoir son nom cité. Si vous avez d'autres mecs qui n'ont pas passé le cut, n'hésitez pas à nous le dire, parce que je les ai pas marqués, je sais pas pourquoi. Mais voici le podium proposé, donc attention, c'est parti. All right, my man. Giannis Antetokounmpo, Dirk Nowitzki et Blake Griffin. Alors les gars, vous en pensez quoi? Blake Griffin, pour moi, c'est un petit peu les mêmes arguments que Chris Paul. C'est ce goût d'inachevé avec ce Lob City où on a préféré se palucher sur des énormes alley-oops et des dunks sur des adversaires plutôt que d'apprendre comment gagner. Pourquoi tu es célibataire? Plutôt qu'apprendre à gagner. Voilà. Après, moi, je trouve que son trade à côté de Détroit lui a fait du bien. Notamment l'année dernière, je l'ai trouvé assez énorme. Je suis un peu inquiet pour lui en ce moment parce que je trouve que sa santé, elle est cata. Ouais, j'ai l'impression que physiquement, il est dans le dur, il est sur la jante. Et je suis un peu inquiet pour la suite de sa carrière. Il a énormément perdu au niveau du jus. Ouais. Il y a mi-décembre, je crois, au début décembre, il met un dunk, gros, tout le banc se lève. Du style, ça faisait 6 mois que tu n'avais pas vu dunker. Je trouve qu'il a beaucoup perdu en. Bah oui, mais on a l'impression que. On sait que sa saison rookie avait été complètement tronquée puisqu'il s'était fait les croisés. Et en fait, la réalité de Blake Griffin, c'est qu'il a 30 ans, mais qu'il a un corps de vieux. Ouais. Il a un corps de mec de. Et c'est peut-être pour ça Carter. Ouais. Beaucoup. Oui, mais il a progressé, mais Vince Carter est plus en forme que lui, j'ai l'impression. Et on sait que. Avec 12 ans d'écart. En plus que c'est un style de jeu, même s'il s'écarte, c'est quand même un mec qui a besoin d'aller au mastic, qui a quand même besoin d'imposer un combat physique. Et que si ton corps suit plus, c'est compliqué, quoi. Bon, en tout cas, il est sur la 3e marche du podium. Blake Griffin devait être cité. Franchement, on a eu du mal entre lui et la Marcus Aldridge. Ouais, la Marcus Aldridge. Moi, je serais plus allé sur Aldridge. Bon, après, on a voté, mais voilà, moi, Aldridge, je trouve que dans le profil basketteur me plaît un peu plus. Mais après, moi, ça se discute, quoi. Enfin, le Aldridge de Portland me régalait. Le Aldridge des Spurs m'emmerde, n'en déplaise à nos amis qui nous suivent et qui adorent commenter aussi. Fan des Spurs, mais moi, le Aldridge des Spurs, je suis désolé. J'attends encore de retrouver le Aldridge qui m'a régalé à Portland. Ils auraient dû être tous les deux sur la 3e marche du podium. Comme ça se fait en judo. Tout à fait. Vous n'avez pas vu Anthony Davis, c'est normal. On l'a mis au poste de pivot, ça nous arrangeait bien. Alors, Giannis Antetokounmpo donc est MVP de l'année dernière, hyper dominant sur la 2e moitié de cette décennie. Est-ce qu'il prend pour toi, mon Steph, la première place devant un MVP des finales? Je vois ton sourire, je sens que tu vas me régaler. Alors, je vais essayer de mettre l'amour de côté et d'être le plus objectif possible. Maintenant, on parle d'une décennie, on parle de 10 ans. Pour moi, Giannis Antetokounmpo, il est dominant sur les 3 dernières années. 4. Allez, 4, vas-y 4. Oui. Et que les 3 années, parce qu'il joue même pas 10 ans, il arrive en 2013-2014 première saison. Donc déjà, il a des années en moins. Sa première année rookie, elle est compliquée, comme Dirk Nowitzki aussi. Après, c'est moyen. Donc je pense que sur 10 ans, si on prend la globalité des 10 ans, je dirais plus sur Dirk Nowitzki, même si la fin de carrière de Dirk est plutôt sur la jante aussi. Il est sur la jante. Son prime, il est dans les années 2000. Il est dans les années 2000. Il est dans les années, même s'il est son champion en 2011. Oui, mais son titre de MVP. Il est sur la fin de son prime. En 2006. Là où tu as raison, c'est que regarde, l'année 2010-2011 où ils sont champions, il a 32 ans, il est encore à 23 points, 7 rebonds. L'année d'après, il a 21 points, 17, 21. Et ensuite, effectivement, ça baisse 17-18. Enfin, ça baisse 17-18. C'est encore sérieux, en fait. Jusqu'à 2016, c'est bien, en fait. Ouais, mais sur cette décennie, je me dis, l'année kata de Dirk, donc la dernière année, sa retraite, les chiffres sont meilleurs que la première année rookie de Giannis Antetokounmpo. Ouais, ça se tient. Donc ça se tient. Mais en fait, là, le problème, c'est que c'est difficile. j'ai l'impression. On juge un mec qui descend et un mec qui monte.
mais on parlait de ça tout à l'heure pour D-Wade et pour Klay Thompson, il y a un peu de ça aussi. C'est difficile de juger quel est le meilleur des deux, mais j'ai l'impression quand même que tu as Dirk qui a ce mois exceptionnel avec Stojakovic, avec DJ Barea, avec Jason Kidd, avec Jet Terry, avec Tyson Chandler, donc en 2011, où c'est peut-être le plus grand upset de tous les temps. Hein, de battre le Miami Heat des trois là, avec cette équipe-là, ça reste complètement fou. À côté de ça, j'ai l'impression quand même que Yanis est monté plus haut en termes de performance pure depuis 1 an et demi. Et il est incroyable, Yanis. Donc, oui, mais c'est difficile de juger les deux, quoi. Est-ce que ce run de l'époque NBA aussi. Mais est-ce que ce run de playoff qui dure 2 mois, un complètement incroyable des Mavericks, ça suffit à dire que Nowitzki, sur la décennie, pour moi, Nowitzki, il est dans les années 2000 en débat avec Duncan, tu vois, avec Garnett, voilà. Ils sont tous les trois. Donc là, vous allez mettre un mec sur la plus haute marche du podium qui a fait 3 belles années seulement. Bah attends, on peut voter. Moi, je vais te dire un truc. On a mis Griffin, Nowitzki et Antetokounmpo. Et pour moi, le plus constant sur ces 10 ans, pour moi, c'est Aldridge. Celui qui fournit le plus. Ou Blake. Moi, Blake il est fort. Hein. Blake, il est fort, mais moi ils m'ont toujours gonflé. Ouais, mais c'est pas la question. Donc, ça veut dire que tu mets de côté ce titre de champion NBA. Bah ouais. Et ce titre de pourquoi Dirk, il est là parce qu'il a gagné en 2011, quoi. Et les autres, ils ont jamais reniflé une finale, quoi. Et c'est pas toi que je vais la prendre, Steph, ni à toi, Tom. Le grandeur, quand même, c'est. Oui, mais t'as raison, mais bon. Mais le problème, c'est quoi? J'ai du mal, quand même, sur 10 ans, à dire que ça allait un run de 2 mois. Alors, ça veut pas dire que les autres parties du temps, elle n'était pas bon. Mais c'est quand même un upset, c'est un run incroyable de 2 mois. Tu dis, sur les playoffs, il marche sur l'eau. Mais pour moi, le grand Nowitzki, t'as raison, mais quand même sur la décennie, après, il est quand même 5 fois All-Star. Les 5 fois All-Star, donc une année sur 2, et je compte pas la dernière année cadeau de l'année dernière. Donc les 5 fois All-Star. Vous êtes bon. Tu vois, donc c'est très difficile, on vous cache pas. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, vous mettez qui? Moi, du coup, je vais donner mon avis, on va faire un petit vote, on est tous les trois. Moi, je mets Yanis pour son titre de MVP, parce que, mine de rien, c'est la consécration individuelle. Donc, pour ce titre-là, je mets Yanis dans le 5 majeur. Alors, moi, je vais mettre Nowitzki, parce que c'est le seul champion des trois, parce que même à 30 piges, il arrive encore à mettre plus de 23-24 points, et que quelque part, si aujourd'hui, Dallas... ils sont où ils en sont, c'est aussi parce que Dirk Nowitzki... Il y a un héritage, gros. Voilà. Et a lâché un héritage assez incroyable en pas prenant beaucoup d'oseille, en restant proche de transmettre le flambeau, comme certains n'ont pas su le faire. Tout à fait. Donc on pense à Kobe qui a flingué les Lakers pour s'offrir une sortie à lui tout seul. Nowitzki n'a pas du tout fait ça, puis il a offert un titre quand même à cette franchise. Allez, je vais aller sur Nowitzki, je mettrai par contre Aldridge en 2. Ok, bon, très bien. bien. Pas passer le cut. Non, mais c'est pas grave. Oui, non, mais par contre, le mec, il me donne champion olympique, un mec qui n'est pas au JO. Donc, ok, bon, pourquoi pas. Le mec, il a fait une 10-29, mais non, c'est pas grave. Champion olympique. Moi, je prends Larry Bird. je fais qu'est-ce que je veux. Très bien. Alors, du coup, on a un vote pour Yanis, un vote pour Dirk. Ne nous mets pas dans la merde, s'il te plaît, parce que je crois qu'on a prévu quelque chose. On a les deux. Donc, alors, tu as le choix. C'est toi qui décides, ça tombe bien, c'est tes joueurs préférés. Ouais. Je m'en régale de ça, c'était pas prévu, je m'en régale. Je crois que le titre NBA me fait pencher la balance sur Dirk Nowitzki. Et bien parfait, donc le meilleur 4 de la décennie est Dirk Nowitzki. On le découvre tout de suite, Dirk. Bravo Dirk. Yes. Je sais pas pourquoi, je ne suis pas étonné. Allons sur le poste de pivot. Alors c'est un poste très intéressant. En commentaire, on va se faire détruire. Hein. Ouais, c'est pas grave. T'inquiète pas, j'ai prévu un autre 5 au cas où. Allons sur le poste... Allons sur le poste 5, et là il y a beaucoup de monde. Parce qu'en fait, malheureusement, c'est la décennie du small ball, des arrières et ainsi de suite. Il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, non, il y a beaucoup de monde parce qu'il n'y a personne qui se détache réellement. Ah, ok. Alors voici ceux qui n'ont pas passé le cut pour des... Marcus Aldridge a passé le cut ou pas? Non, en poste 4, on en parle peu. Il y a Chris Bosh, mais après peut-être qu'il a mis... Ah ouais, t'as raison. Non, t'as Chris Bosh. Ah, voilà. Chris Bosh méritait clairement une mention sur les postes 4. Tu as entièrement raison, Erwan. Ouais, il s'est cassé la bouche en 2011. Voire plus. Voire plus, tout à fait. Ceux qui passent pas le cut, alors vous choisissez ce que vous voulez dedans. Alors Ford, Nikola Jokic, forcément, ça fait peu qui domine. Joachim Noah, défenseur de l'année, first team All-NBA. Demarcus Cousins, qui à un moment de Fall-Star. Demarcus Cousins, qui a les chiffres affolants avec Sacramento. Qui est à un moment donné le meilleur pivot de l'NBA. Pau et Marc Gasol. Paul Cortez et Marc Gasol. Tout à fait. Joel Embiid. Voici les noms que je vous propose pour ceux qui ne... qu'on va passer le cut, tout à fait. Il y a quand même un mec, Chris Bosh joue pivot avec le Heat. Hein. Ouais, j'entends, mais
Enfin, j'entends, mais au bout d'un moment, si tu veux, je le Tu mets, veux pas- je le mets en mention où tu veux, mais Tu veux il y est qu'on pas. fasse l'émission avec Oui, lui? Moi, je suis pas. Non, mais bien en plus, ça me fait mal au cœur sa carrière. Oui, on n'a pas eu oui, le choix. Et tout, termine donc, sur un problème. T'as bien fait. Il mérite un mot. Passons. S'il te plaît, parle-moi des mecs là. LeBron Ouais, se très barre, bien. c'est lui qui doit récupérer les. Ah, il a en même Qui doit temps. récupérer le hit. Et bon. Super, merci Erwan. Donc alors, Joel Embiid, Pau et Marc Gasol, Demarcus Cousins, Joakim Noah, Nikola Jokic, Al Horford. Peut-être un mot pour ceux qui ont été les plus constants. Je dirais Marc Gasol qui a été bon sur toute la décennie, sur champion NBA. Je suis sûr que je me disais, il a jamais été champion NBA. Effectivement, c'était il y a 6 mois. Et où le français Joakim Noah qui. Noah, moi, ça me fait archi kiffer. Alors, ça dure pas 10 ans, ça dure malheureusement pas assez longtemps parce il a un corps fragile et qu'il a un coach qui leur tire sur la quad, en veux-tu, en voilà. La séquence avec les Bulls, il est Mais sur les 4 ans, 5 ans avec les Bulls, c'est quand même génial ce qu'il fait. Hein. Ouais. Dans un style particulier, mais c'est génial ce qu'il fait. Quoi. Le cheval, hein, on l'appelle, parce qu'évidemment, cette action contre Boston en playoff a été tout à fait exceptionnelle. Demarcus Cousins aurait pu être dans les 3 parce que plus de 27 points, parce qu'incroyable, mais des blessures et jamais de playoff en fait. Jamais de playoff, avec les Warriors l'année dernière, mais bon. Si tu veux les compter, il y a aussi T-Mac qui a fait une finale NBA avec les Spurs, si tu veux le compter. Marc Gasol aussi, parce qu'en fait, si on parle de jeu, la gasolina, il mériterait peut-être de passer le cut à la gasolina. Tout à fait. Mais voici les 3 que nous avons choisis, alors dans des profils totalement différents. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais Anthony Davis, donc, on a fait un choix clair de le faire jouer sur le poste 5, parce qu'à la moitié de sa carrière, il joue 5, et ainsi de suite. Mais on avait envie de parler de Dirk sur le poste 4. Merci. Tim Duncan, qui est un poste 4, évidemment, en carrière, mais qui a joué aussi 5, et quand ils vont gagner, il y a peut-être Thiago Splitter, on va en parler, mais c'est que Babac quand même sur le terrain qu'il gagne. Et Dwight Howard, qui sur la première moitié de la décennie est le pivot le plus dominant de sa génération. Ouais, mais qui fait finale tôt en 2009 et pas dans la décennie. Et qui retrouve après pas les finales et puis qui est 3 fois meilleur défenseur de l'année, qui est plusieurs fois All-Star. Il est vraiment dominant sur la première moitié de la décennie. C'est pas simple vos conneries parce que c'est vrai que Tim Duncan on le met poste 5 parce que sur les finales les 2 finales face au Heat, tu as raison, il commence avec Splitter donc on peut se dire qui joue 4, qui joue 5, mais c'est beaucoup Boris qui joue 4 à côté. Donc forcément c'est ça nous a arrangé. Hein. Même en fin de carrière, Tim Duncan joue clairement poste avec 5. Aldridge. Avec Aldridge aussi. C'est difficile, hein, je sais que c'est difficile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime ça sur Twitter. Anthony Davis, j'attends quand même. Alors, il est en train d'exploser complètement avec les Lakers. Là, il fait des stats incroyables, mais j'attends quand même qu'il soit dans une discussion de MVP. On sait que dans le potentiel, ça peut être le meilleur des 3. Ils sont quand même à Duncan. Oui, mais ça peut être, j'ai dit. Mais aujourd'hui, c'est clairement le meilleur des 3. Hein. Ouais, celui qu'aujourd'hui qui a le plus réussi de choses, et surtout qu'on est sur une fin de carrière. Moi, quand je vois les 2 finales de Duncan, il est énorme. Il est énorme. Même quand il perd ce mal au cœur que j'ai, quand il prend ce claquette offensive qui tape le fond du cercle alors qu'ils doivent être champions, il est encore à 2 doigts de faire un back-to-back, puisque l'année dernière, il trouve la force de se relever. Moi, après, Ward m'a perdu parce que trop de up and down, trop d'un côté basket. Mais dominant. Trop la bougeotte, dominant. Ouais, mais le truc, c'est que moi, ce qui m'embête, c'est que là, tu me fais un peu un délit de sale gueule, c'est-à-dire qu'on adore Duncan tous, voilà, unanimement. Anthony Davis, on est tous d'accord pour dire que c'est un énorme potentiel MVP. Et quand tu regardes ses stats sur la décennie, elles sont très très hautes parce qu'en termes de scoring, de rebond, de contre, il est très très fort malgré cette petite saison rookie. Regarde-moi, 18,8 points. Et puis en ce moment avec les Lakers, il est juste incroyable. On lui souhaite évidemment d'être éloigné des blessures parce que c'est le gros truc de sa carrière, c'est que monsieur est tout le temps pété et qu'il n'a joué que 2 fois les playoffs avec les Pelicans avant donc de rejoindre LeBron aux Lakers. Malgré tout, il est incroyable. Le truc de Dwight, c'est que la réalité du trio, là, c'est que il est tout le temps dominant. Alors, jusqu'en 2015, parce qu'après, ça part en couille. Ouais. Tim Duncan est vraiment cramoisi de 2000. Ouais, le truc, c'est que avec le Magic, alors ça se passe très mal avec Stan Van Gundy, mais il est très fort. En début 2010, il va aux Lakers, ça se passe très mal. Il est blessé, mais il est très fort. À Houston, il est encore très fort. Tu vois, on peut pas lui enlever qu'il est fort. 2 fois défenseur de l'année. Hein, 2 fois défenseur de l'année. Et ensuite, ça part un peu à volo. Là, il se rachète un peu de conduite, mais il est sur le podium et j'ai l'impression que moi, il mérite complètement d'y être parce qu'il est dominant, il est quoi. 3 fois first team, 2010, 2011. Et il est le pivot le plus dominant de sa génération. On peut pas lui enlever ça. Parce que sur la décennie, après Anthony Davis, ça montre combien. Tu fais une finale. Tu sais, cite-moi les pivots qui sont allés en finale en étant première option. Et homme de base. Là, c'est les 15 dernières années. Tu mets le Shaq, allez, c'est 20 dernières années. Tu mets le Shaq, tu mets Duncan Robinson, allez. Mais en fait, il n'y a que Dwight Howard derrière qui arrive. Sauf si je dis une bêtise, mais je vois des LeBron, je vois des KD, je vois du Curry, je vois du D-Wade, je vois de. Ouais, ça se tu vois, il n'y a que Dwight Howard
homme de base d'un projet qui va en finale finalement. Ouais, mais ça m'ennuie quand même. Oui, d'accord, mais c'est parce que tu le détestes au bout d'un moment. Non, je le déteste, c'est pas vrai. En plus, je suis très content de le revoir revenir comme ça. Mais j'ai quand même un souci, il y a quand même un trou dans cette décennie. Il y a quand même des passages, des trous d'air incroyables. Quoi. Ah, tu vois, lui, dans sa carrière, oui, t'as Ouais, dans sa carrière, il y a un trou d'air. Charlotte, il est encore bon, mais c'est Kata, le Atlanta, Ouais, il y a le premier passage de Washington. Lakers qui est Kata, mais dans les chiffres, c'est pas si Kata que ça. Il y a non. 17 et 12, non 17 et 9. Lakers Ouais. Non. 17 et 12, pardon. Ah ouais, voilà, 17 et 12. 17 et 12. Il y a ces 3 ans à Houston. Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, mais il est correct. Il y a une année à Atlanta qui est Kata, Qu'on compte, ouais. clairement. Charlotte, Il fait des stats, mais c'est pas ouf. Washington, c'est Kata l'année dernière. Non, mais c'est clair. Bon, en tout cas, alors du coup, c'est pas lui le meilleur La pivot de la décennie. première partie de la décennie, il est quand même, En énorme. fait, c'est mine Je de sais que c'est rien. compliqué, hein. Mine de rien, il est là, il fait une finale au début de la décennie. Il compte pas 2009, c'est 2010. Il Ça fera, compte pas on 2009. compte pas alors, on compte même pas. Donc Non, on compte pas, on compte pas. Il prend 3, il est défenseur de l'année. Il est quand même avec Houston en playoff. Il est dans une équipe qui compte à l'ouest. Je sais que c'est Duncan est clairement sur la jante. Oui. Et en tout cas, Anthony Davis est trop jeune. Donc, Donc, moi, il y a- presque par défaut. Par défaut, j'ai envie de te dire Dwight Howard. Mais ça explique bien, on se souvient que c'est une année. C'est les années 2010. Le creux générationnel qu'il y a. Là, sur le c'est pivot. depuis la génération Embiid où on revient, Karl Anthony Towns, on se dit les pivots sont Jokic, de retour. compagnie. Jokic, je m'en souviens qu'il y a eu quand même, Un creux. à un moment donné, on s'est dit, mais Il y a eu un où trou. sont les grands pivots des années 90? Donc on va sur Dwight Howard. On va Ça sur vous Dwight va Howard. Nous Ça ne t'arrange sommes pas chauds. Ça t'arrange? Non, ça m'arrange pas spécialement. On choisit qui on veut. Donc Dwight Howard sera notre pivot lorsqu'on fait cette équipe poste par poste. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous cache pas que Il faut bien que les gens dans les c'est commentaires. poste par poste. C'est poste par poste, et il faut bien que les gens se rendent compte que c'est la décennie. Donc il faut qu'ils regardent aussi 2010, 2011, 2012, parce oui. que les gens vont dire Anthony Davis, mais vous êtes fou, il est pas là. Non, mais Ne 2011, vous arrêtez pas. 2011 compte autant que 2018 en fait. Voilà. Ça Non, mais fait- je pense voilà. qu'il y en a, ils vont pas regarder plus loin que les 6 mois, des 6 derniers Oui, mois. voilà. c'est Donc pas ne grave. vous arrêtez pas. Anthony Davis a mis 50 points début décembre. Non. Tom, n'hésite pas à nous le mettre. Et puis ensuite, on va vous proposer ce qui nous paraissait peut-être être le 5 des joueurs qui ont le plus dominé intrinsèquement. Parce qu'on ne pouvait pas partir sur ce 5 majeur où il y a Dwight Howard, il a failli casser son ordi, il est complètement fou. Regardons donc ce 5 majeur qui a quand même de la gueule, a priori. Hein. Donc Steph Curry à la main, James Harden sur le poste 2, LeBron James sur le poste 3, Dirk, la famille, on était obligé de le mettre sur le poste 4, et Dwight Howard sur le poste 5. C'est vraiment un 5 poste par poste avec tous les débats qu'on a eu. Et ainsi de suite. Tu peux t'éclater avec une équipe comme ça ou pas? En tant que coach, Est-ce qu'il n'y a pas un problème? pense que Est-ce tu qu'il n'y a peux- pas un problème, James Harden? Bah, tu peux t'éclater, mais le problème, c'est, tu vois le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les Qu'est-ce qu'on deux. fait avec le Barbudo? Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec El Barbudo, il va quoi. falloir défendre sur les arrières quand Parce même. qu'on Hein. envie de te dire que la logique voudrait que tu laisses la gonfle un peu plus en disant, gros, on va mettre 2-3 systèmes et que l'autre, il joue deuxième arrière. Steph Curry? Ouais. Est-ce que tu penses que les Browns ne feraient pas la gueule? Parce que les Il y deux a peut-être 3 intérieurs, porteurs de balles. Hein. les deux intérieurs là, eux, ils sont pas difficiles. Ils ont pas Enfin, beaucoup de Dirk, ballons si et tu lui tout files ça. pas la boule, au bout d'un moment, c'est un poids. Il sert plus à rien, C'est quoi. pas défensivement qui va faire la diff. Hein. Non, il pourrait jouer en fer à cheval, dans le corner, ce serait un peu dommage. C'est notre petit 5, il est cool. Non, Mais alors, on vous propose un autre Elle est 5. archi pas. Elle est archi pas. Elle est pas équilibrée, non, c'est elle est sûr. pas équilibrée. Alors regardez notre autre 5 qui nous paraissait le 5 je sais plus comment on dit. Incontournable. Ah, non, ouais, incontournable. Lorsqu'on prend les meilleurs joueurs de la décennie, voici le deuxième 5 proposé. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était ça qu'on avait fait? Il n'y a pas KD? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas celui-là, merci pas Tom. celui-là. C'est pas celui-là, mon il m'envoie, c'est pas grave, vas-y, mets-moi l'autre. L'autre, depuis qu'il fait des chroniques, mon gars, il oublie que c'est avant m'envoie- tout un petit palefrenier qui doit faire des tableaux, quoi. En même temps qu'il fait les tableaux, il doit être en train d'écrire. Alors, c'est j'écris clair. la prochaine chronique. Mais Cette pas à mettre cette l'autre, hein. semaine, je vais parler du bien. Il m'a envoyé, c'est pas celui-là. Sur le talent intrinsèque, est-ce que vous êtes d'accord avec Steph Curry, James Harden, KD, LeBron et Anthony Davis? Ça me fait quand même chaud au cœur de voir KD, parce que c'est quand même fort Ouais, de mettre ouais. ce mec-là. J'ai l'impression aussi. On aurait peut-être pu mettre Yanis à la place de Anthony Davis pour son titre de MVP à la rigueur. Ouais, Le pivot, donc là, tu décales tout en fait. ouais, c'est ça. Ah gros, au bout d'un moment, Laissons-le. 5 intrinsèque. Laissons-le. On en reparle dans 10 ans, quand je suis encore en vie, on touche le bois. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, si je suis encore en vie, on mettra Yanis sans problème parce qu'il aura, on Ouais, pourra enfin, faire un point. Ça, c'est la meilleure manière de lui porter la poisse. Oh non, Ah bah, il est plus fort que ça. Et peut-être Lamelo Ball donc, dans ce sac majeur qui s'est fait mal au pied ces derniers temps. Ouais. Et Lamelo, pas hein, pas Carmelo Ball. Carmelo. Carmelo Ball. Carmelo Ball, il est blessé. Ne pas confondre avec Carmela Bing. Ah, Ça va être une actrice, ça. oui, effectivement, de haute Dans Plus volée. belle la vie. D'accord, très bien. Voici notre petite vidéo sur cette fin de décennie. On était obligé de finir un peu en apothéose avec les meilleurs joueurs, ceux qui nous ont fait le plus kiffer, ceux qui ont le plus performé collectivement, individuellement et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu et dans les commentaires,
commentaires. Vous êtes d'accord, pas d'accord. En tout cas, vous Ça nous fait dites. débattre en tout cas. Et vous, ouais, exactement. Et vous Ouais, nous ouais. proposez des 5 majeurs. C'est pas si simple que ça. Je sais que certains ont la science infuse. Nous, on dit pas qu'on l'a, mais on est là pour se régaler. Merci les amis, c'était très cool d'avoir passé merci à cette vous. deuxième partie de la décennie ensemble. Vous me permettez de souhaiter de belles fêtes de fin d'année à nos téléspectateurs. Bah oui, vas-y, je t'en prie, regarde, c'est la caméra là-bas, n'hésite pas. Eh ben, merci. C'est celle-là, c'est C'est celle-là. là, Celle-là. Eh ben, merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la First Team. On vous souhaite de passer des belles fêtes de fin d'année en famille. Profitez bien de vos proches. Régalez-vous avec les vidéos First Team. On vous embrasse. Et en 2020, toujours plus d'actu sur la First Team, baby. Oh là là, bravo, bravo. J'aimerais quand même pour finir quand même, sauf si tu as un petit message à Non, bah, passer. Non, il faut rien rajouter. Quand c'est bien, Très c'est bien. J'aimerais quand même qu'on finisse cette magnifique décennie 2010-2019 par un salut les guys d'anthologie. Pardon. D'anthologie. D'anthologie. D'accord. C'est quand C'était la même. bonne année. Pour c'était la bonne année. Ça demande un petit peu de concentration comme dans le Et Grand on Bleu. finira là-dessus évidemment. Comme dans le Grand Bleu, ça inspiration, inspiration. Excuse-nous, Jean Reno. Salut les gars. Allez, bonne année à tous. Salut.